Bonjour et bienvenue sur MTV. Au sommaire de cette édition, je vous propose un compte-rendu du Salon Global Industrie qui se déroulait à Lyon du 5 au 8 mars dernier au Parc des Expos. Pour sa 4e participation, la communauté Arts et Métiers a fait rayonner la marque. Imaginez, sur un stand commun étaient réunis l'ENSAM, M-Valor, le Carnoir, les laboratoires et les alumni représentés par les différentes entités de la SOS, le pôle carrière, le CLENAM, AMBA et Arts et Métiers Accélération. Sans oublier bien entendu votre magazine qui a dressé à l'occasion de son 4e club des 100 des portraits dans un esprit de parité homme-femme des trentenaires et des quadras qui occupent déjà des postes à responsabilité. Pour la petite histoire, 4000 exemplaires d'AM Mag ont été diffusés sur ce salon industriel. D'ailleurs, une version numérique feuilletable est disponible sur le site de la SOS. Qui dit salon professionnel dit forcément passage de ministre. Ainsi, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, est venu présider avec sa secrétaire d'État à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, le Conseil national de l'industrie, délocalisé pour l'occasion à Lyon et inauguré bien entendu le salon Global Industrie, en faisant d'ailleurs un petit passage bien rapide sur le stand d'Arts et Métiers. À la sortie du CNI, le ministre nous a accordé quelques minutes pour faire un point sur les différents sujets évoqués. Écoutons-le. Nous avons tenu cette nouvelle réunion du Conseil national de l'industrie ici à Lyon, qui est une terre d'industrie, avec la secrétaire d'État Agnès Pannier, pour faire le point sur l'état d'avancement, la structuration des filières et du développement de l'industrie dans notre pays. Vous savez que c'est une des ambitions majeures en matière économique du président de la République et de cette majorité. Nous voulons la reconquête industrielle des territoires et de la France. Et ça suppose de s'engager totalement dans la structuration des filières, dans l'innovation, dans l'investissement, dans les technologies d'avenir, dans la formation, dans la qualification des jeunes. Donc nous avons fait un point sur chacun de ces sujets pour voir l'état d'avancement, ce qui allait et ce qui méritait aussi que nous accélérions. Sur les 18 filières qui sont prévues, 13 sont aujourd'hui structurées. Il y a urgence maintenant à ce que les 5 dernières soient structurées. Sur l'accélération, c'est-à-dire la digitalisation des PME, l'objectif, c'est 4000 PME qui passent par l'accélérateur de la BPI. Aujourd'hui, c'est 650. La BPI a fait un travail remarquable, mais on voit bien qu'il faut accélérer. Sur l'innovation, nous souhaitons établir un lien très étroit entre le monde de la recherche, entre le Fonds pour l'innovation de rupture qui a été créé et le monde industriel. Donc nous réunirons prochainement les représentants du Fonds pour l'innovation de rupture et le Conseil national de l'industrie pour qu'il y ait un lien entre la recherche sur les technologies de rupture et leur développement industriel sur le terrain dans nos territoires. Donc toutes les choses avancent. Cette reconquête industrielle aujourd'hui, elle donne des résultats puisque nous avons enfin stoppé l'hémorragie d'emplois industriels dans notre pays depuis 10 ans. 1 million d'emplois industriels supprimés au cours des dernières années, 100 usines qui ont fermé par an au cours des dernières années. Nous avons stoppé cette hémorragie puisque nous recréons pour la première fois depuis 10 ans, des emplois industriels en France. Mais il est impératif d'accélérer pour que cette reconquête industrielle se traduise par des résultats et parce que le monde va vite, les transformations technologiques vont vite et qu'il n'y a pas un instant à perdre pour accélérer sur cette reconquête industrielle. Et Bruno Le Maire de détailler cette reconquête. Cette reconquête industrielle doit se faire dans le cadre d'une stratégie européenne. C'est ce qu'a dit le président de la République dans la tribune qu'il a signée, et ça impose de revoir aussi la stratégie industrielle de l'Europe. Nous l'avons proposé avec nos homologues allemands il y a quelques jours. Le président de la République vient de réaffirmer sa volonté de changer les règles en matière de politique industrielle. Il faut être capable d'assumer une préférence communautaire. Lorsque des produits industriels sont réalisés en Europe, en France, en Allemagne, en Italie ou en Espagne, il est sage de leur préférer d'autres produits qui sont réalisés ailleurs. Il faut changer les règles de la concurrence pour favoriser l'émergence de champions industriels. Et surtout, parce que c'est le point critique, il faut que l'Europe investisse beaucoup plus dans l'innovation, dans l'intelligence artificielle et dans les technologies de rupture. Car c'est ce qui fera la différence entre les nations vaincues et les nations vainqueurs. Entre celles qui réussiront au XXIe siècle et celles qui seront dominées au XXIe siècle. Nous voulons une France qui appartiennent au camp des vainqueurs au XXIe siècle, et nous voulons une Europe qui, entre la Chine et les États-Unis, affirme son indépendance industrielle et sa souveraineté industrielle.
Enfin, le ministre est revenu sur l'usine 4.0, mais aussi sur l'industrie beaucoup plus traditionnelle. Un dernier mot pour vous dire que construire l'industrie du futur, ça ne se fera pas sur les ruines de l'industrie du passé. Et que nous continuerons, avec Agnès Pannier, à nous battre tous les jours pour chaque emploi industriel. J'entends les critiques de ceux qui disent ils ont été battus, ils n'ont pas obtenu tel résultat. Peu importe. Peu importe les critiques. Les ouvriers français doivent savoir qu'ils peuvent compter sur l'engagement total du ministre de l'économie et des finances et de sa secrétaire d'État pour sauver des sites industriels, pour défendre l'emploi et pour être en soutien de chaque ouvrier. Je ne crois pas à une politique qui dirait « il n'y a rien à faire, laissez tomber, qu'ils se débrouillent, on construit l'industrie 4.0 ». L'industrie 4.0 n'existera pas si nous abandonnons nos territoires industriels, nos usines et nos ouvriers lorsque leurs emplois sont menacés. Nous serons sur tous les fronts, nous nous battrons et nous continuerons à nous battre. Autre interview, celle d'Agnès Pannier-Runacher, qui défend la place des femmes dans l'industrie. Ce plan femmes, il vise à complémenter la législation qu'a pris le gouvernement, qui est une des législations les plus avancées au monde. Et je veux en citer deux exemples. Le premier exemple, c'est dans le cadre de la loi égalité professionnelle, l'index qui a été lancé par Muriel Pénicaud, qui depuis le 1er mars oblige les entreprises à déclarer en transparence leur performance au regard de la parité homme-femme sur 5 critères, notamment le nombre de salaires de chaque genre dans les 10 premières rémunérations, l'égalité au niveau des promotions, au niveau des retours de congé maternité, donc toute une série de critères qui permettent de donner une idée d'où se situe l'entreprise en termes de performance. Et puis la loi Pacte qui prévoit que pour la nomination à un niveau de exécutif, de mandataire social exécutif, directeur général délégué, membre du directoire, il y ait jusqu'au bout du processus au moins un homme et au moins une femme pour être sûr de ne pas oublier de nommer la femme à laquelle on n'aurait pas pensé. La loi Pacte, elle n'est pas encore promulguée, mais cet article-là a été voté conforme et donc on sait qu'il restera dans la loi qui sera promulguée. Au-delà de ça, nous, ce qu'on veut faire, c'est lancer un conseil pour la parité homme-femme au niveau de l'industrie, parce que l'industrie, aujourd'hui, c'est 16% de femmes dans les comités exécutifs, et c'est relativement stable comme proportion. Il y a plusieurs raisons à ça, des raisons qui sont, je dirais, plus classiques, entrepreneuriales, sur lesquelles les lois que nous venons de passer vont nous aider, mais puis il y a des raisons propres à l'industrie. Ce sont des métiers techniques, des métiers scientifiques, souvent, et on a du mal à recruter les jeunes femmes. On a du mal à accompagner leur carrière et donc on veut s'attaquer aux racines de ces difficultés avec un conseil qui sera paritaire et qui sera aussi composé de différentes expériences de façon à avoir un regard 360 pour aller toujours plus loin sur la cause nationale du quinquennat qui est la parité homme-femme. Revenons aux standards et métiers où nous avons pu interroger Philippe Véron, président de l'AI Carnot, mais aussi directeur du Carnot Art. Philippe Véron, vous êtes le président des Instituts Carnot et directeur du Carnot Art. Grosse présence sur Global Industrie cette année. Oui, de toute façon, Global Industrie est un événement majeur pour nous, pour les Carnots. 18 Carnots représentés sur les 38 en lien avec l'industrie. Et on a décidé, comme l'an dernier, de faire un stand corporate regroupant tous les instituts Carnot concernés autour de la thématique industrie et industrie du futur. Quelle techno vous avez voulu mettre en avant cette année ? Alors, on a fait le choix cette année de mettre en avant un certain nombre de démonstrateurs technologiques dans différents domaines, réalité virtuelle, composite, matériaux, composite, et ainsi de suite. L'objectif de ces démonstrateurs, c'est de pouvoir montrer aux entreprises des réalisations qui sont déjà proches du transfert et de l'application en milieu industriel. Et pas montrer de travaux de recherche avec des TRL plus bas, trop amont, qui auraient tendance peut-être à moins attirer et intéresser les entreprises. Alors hier soir, vous remettiez un prix et vous parliez vraiment de la recherche, je dirais, partenariale.
Est-ce qu'on a fait des progrès en ce sens entre industriels d'un côté, chercheurs de l'autre? Est-ce que la communication commence un petit peu à fonctionner? Oui, on fait des progrès. Plusieurs systèmes, plusieurs dispositifs existent pour favoriser la recherche partenariale. Et les Carnot, le dispositif Carnot en est un, et c'est, de mon point de vue, le dispositif majeur, le dispositif principal pour aller vers plus de recherche partenariale. Il est clair que pour l'avenir, le rapprochement des entreprises privées et des laboratoires de recherche publics est un vrai enjeu pour les entreprises et pour l'industrie de notre pays en général. La feuille de route pour les Carnot cette année, c'est quoi? La feuille de route, ou je ne sais pas si c'est la feuille de route, mais l'objectif peut-être un peu idéal qu'on se fixe finalement, c'est que toutes les entreprises françaises fassent appel au moins à un laboratoire Carnot dans l'année, voire bien sûr le plus vite possible. Et un autre objectif qui nous tient à cœur aussi, c'est en parallèle le développement et le rayonnement à l'international, parce qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'industrie et dans le domaine de la R&D, le terrain de jeu est mondial. Sur le stand des arts et métiers, il y avait aussi un démonstrateur dont la technologie de rupture a intéressé plus d'un industriel. Écoutons Martin Gautreau, Chalon 214, ingénieur au laboratoire des matériaux composites de l'ENSAM de Lille. Martin Gautreau, vous êtes ingénieur arts et métiers de la Chalon 214. Vous travaillez au LMC, c'est le laboratoire matériaux composites à l'ENSAM de Lille. Vous présentez sur le salon Global Industrie une technologie particulièrement innovante. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oui, alors c'est une technologie de rupture pour tout ce qui est des matériaux composites. Donc on va travailler sur de la résine époxy avec de la fibre de carbone. Ici notamment, on a un exemple, c'est un bras de robot. Donc le laboratoire a développé des brevets de composite chauffant pour faire des moules en composite chauffant. Le but est d'avoir en fait un moule autonome qui nous permet de sortir des moyens classiques de chauffe. Parce qu'une résine a besoin de polymériser, donc de chauffer. Donc pour éviter ce cycle de cuisson dans une énorme étuve qui consomme énormément d'énergie, on va chercher à apporter la chaleur au plus proche de la pièce et donc consommer moins d'énergie. On a une efficience énergétique d'un facteur d'économie d'énergie entre 10 et 100 suivant les projets. Et on peut en plus réguler suivant différentes zones et donc apporter une précision thermique dans notre cycle de chauffe très très précise. Les homogénéités thermiques sont très bonnes, ce qui nous permet de gérer en tout point la thermique du moule pendant le cycle de cuisson, avec toujours cette efficience énergétique. Et on va aussi faire les calculs pour les pièces structurelles composites. Peut-on dire que cela concerne finalement tous les secteurs industriels et n'importe quel type de moule? Oui, tout à fait. Nous avons attaqué les secteurs industriels de l'aéronautique, l'aérospatiale et également de la sous-traitance dans l'automobile. Du moment où on a besoin d'apporter de la chauffe, nous sommes présents, nous avons des solutions adaptées à tous les projets. Nous avons une grosse flexibilité dans l'équipe et donc le côté recherche du laboratoire permet vraiment d'avoir un prototype clé en main qui est adapté à votre projet. Aujourd'hui, ce type de produit, on le trouve chez qui en ce moment? Si c'est possible de le dire. Alors, on est chez des gros donneurs d'ordre déjà dans l'aéronautique et l'aérospatiale, notamment grâce au partenariat développé avec un industriel dans l'outillage pour l'aérospatiale. Je ne pourrais pas dire le nom exactement des clients parce que ça reste de la R&D et donc vraiment des nouveaux positionnements dans la création des pièces, car là on parle vraiment d'une technologie de rupture. On va venir, même au sein de leur entreprise, finalement changer le flux des pièces, changer le flux dans l'entreprise, puisque là, on peut, notamment dans le domaine de l'aéronautique, pour le drapage des pièces composites, rester dans la salle blanche. Et donc, le cycle se fait dans une seule pièce. Donc, on va venir réaliser une pièce sans avoir aucun flux dans l'atelier, ce qui fait qu'ils vont changer leur technique d'approche et de production de pièces composites. Et là, on a vraiment un gros avantage par rapport à nos concurrents. L'ENSAM avait mis en avant pour les visiteurs du salon de nouvelles prestations destinées aux industriels, déclinées autour de la formation, du recrutement et de l'accompagnement pour le développement technologique. Écoutons Michael Rivette, directeur entreprise au sein de la direction générale.
Michael Rivette, vous êtes le directeur des relations entreprises au sein de l'ENSAM. C'est quoi au juste? Eh bien, en tant que directeur des relations entreprises au sein de l'établissement Arts et Métiers, je suis en charge de définir la stratégie des relations entreprises et ensuite de veiller à sa bonne diffusion sur les 8 campus de l'établissement. Je m'appuie pour ça sur un réseau de responsables des relations entreprises qu'il y a dans chacun de mes campus pour qu'il soit au plus près, que cette stratégie puisse s'appliquer au plus près des territoires. Alors, ça se décline comment, plus concrètement? Alors plus concrètement, on se veut être un point d'entrée pour les entreprises, c'est-à-dire que quand une entreprise a un questionnement, une interrogation, une problématique, on l'accueille, on essaye de comprendre ce qu'elle attend, quels sont ses points bloquants, et on l'accompagne pour soit l'accompagner vers AM Valor, qui est notre filiale de valorisation, on l'emmène vers de la formation continue si c'est ce qui l'intéresse, ou alors on lui propose, assez souvent en ce moment d'ailleurs, des conventions de partenariat, notamment via le mécénat, notamment dans le but pour elles, pour ces entreprises-là, d'améliorer leur image au sein de l'école et surtout au sein de nos étudiants pour qu'ils puissent recruter nos talents. Alors, un salon comme Global Industries, pour vous, c'est une mine d'or? C'est une mine d'or. 2500 exposants aujourd'hui, ça nous permet de rencontrer nos partenaires actuels, de continuer à entretenir cette bonne relation qu'on a avec eux et puis de prospecter pour de nouvelles relations avec ces entreprises-là. Tout à l'heure, vous parliez de tendance sur du mécénat. C'est une action que vous allez amplifier? Exactement, c'est une action qui tend à s'amplifier au sein des arts et métiers. On parle de mécénat philanthropique, bien sûr, où les entreprises vont, par l'intermédiaire de ce dispositif et de leur fondation, financer certains projets de l'établissement. Et puis il y a le mécénat utilisé aussi en termes d'optimisation fiscale, tout simplement, qui permet aux entreprises de signer une convention avec nous tout en bénéficiant du crédit d'impôt de 60%. Alors on dit que l'ENSAM, c'est l'école de la technologie, c'est un spectre très très large, mais y a-t-il des secteurs industriels que vous privilégiez? Tout secteur d'activité, tout secteur industriel nous intéresse. Notre intérêt aujourd'hui, c'est qu'on puisse apporter à l'entreprise qui vient nous voir des réponses concrètes. Aujourd'hui, on a un spectre relativement large qui nous permet de répondre à peu près à toutes les demandes. Bien sûr, on est vigilant à ce que les entreprises attendent et puis on est aussi très vigilant à ce que nos étudiants souhaitent investir comme type de secteur d'activité. Aujourd'hui, à titre d'exemple, le luxe fait partie des entreprises ou des domaines d'activité qui sont intéressants pour nos étudiants. Donc on crée de plus en plus de liens avec le luxe, mais aussi le BTP qui intéresse beaucoup nos étudiants. Et nos étudiants intéressent beaucoup aussi ces entreprises-là. Puis bien sûr, il y a toujours l'automobile, l'aérospatiale, l'énergie, bien sûr, qui sont le fer de lance des activités sur lesquelles on va travailler. Merci beaucoup. Merci à vous. L'accélérateur Arts et Métiers était aussi de la partie. Joël Singré, son directeur, nous explique le tout nouveau programme Focus. Le programme Focus, c'est un programme d'open innovation qui a il a deux particularités. La première, c'est de permettre aux grands groupes de transformer des prototypes en applications qu'ils seraient susceptibles d'intégrer, ce qui est généralement très très difficile pour les grands groupes. La deuxième, et c'est ce qui permet justement l'intégration de ces solutions, c'est de pouvoir comparer sur des thématiques similaires des pratiques dans d'autres grands groupes non concurrentiels, de sorte à voir les chemins de passage les plus aisés. Combien de projets en cours? Pour cette opération Focus, nous avons 7 partenaires grands groupes et une dizaine de start-up avec lesquelles nous allons démarrer le 25 mars prochain. Enfin, nous ne pouvions faire l'impasse sur 2 coups de cœur de la rédaction. Le premier avec Laurent Laporte, Bordeaux 90, président de la société BrainCube, dont le travail sur l'industrie 4.0 porte cette entreprise clermontoise parmi les premières du monde. Écoutons-le. BrainCube, ça a démarré il y a 11 ans. Et on avait la conviction en fait, qu'on allait pouvoir faire évoluer la technologie pour se mettre à utiliser l'ensemble des données.
On est spécialisé sur toutes les usines automatisées. Et aujourd'hui, avec la révolution du 4.0, les sociétés ont commencé à réfléchir à comment elles voulaient se transformer. Elles ont créé une vision et on devient une solution aujourd'hui existante, prouvée. Donc on a une très forte traction à l'international et on avait pu croître pendant 10 ans sur fonds propres. On a levé 12 millions d'euros l'an dernier pour soutenir cette croissance qui effectivement accélère chez nous. En France, c'est soutenu. Aux États-Unis, c'est 100% de croissance. Donc on sent vraiment qu'il se passe quelque chose dans la grosse industrie de process et que la transformation est en marche. Vous avez récemment travaillé sur un projet assez singulier, une usine 100% autonome. Parlez-nous-en. Alors le 4.0 pour moi, c'est la capacité à résoudre des problèmes complexes. Pendant 10 ans, BrainCube a proposé des outils pour résoudre des problèmes complexes par l'analyse. On se pose des questions, on se pose autour de la table, on résout des problèmes. On se rend compte que cette résolution de problèmes nous permet de gagner en efficacité, gagner en rendement, gagner en qualité. Mais il reste de la variabilité. Cette variabilité, on va pouvoir en fait venir en profiter, progresser uniquement si on est capable de trouver des solutions en temps réel. Donc depuis quelques années, on a vraiment accéléré les développements pour être capable de faire de la vraie intelligence artificielle et pas que du machine learning, où on va être capable de générer en temps réel des prescriptions pour faire du contrôle commande, donner des paramètres à des automates et commencer à résoudre en temps réel des problématiques complexes très multifactorielles. On a plusieurs projets sur la planète qui sont en cours là-dessus et on devrait annoncer à travers des publications sur la première moitié de cette année les premières machines partiellement autonomisées, c'est-à-dire que pour certains cas d'usage, on va se retrouver avec de l'auto-adaptatif où la prise de décision des consignes de l'automate viendra directement d'une intelligence artificielle et plus des équipes en salle de contrôle. Autre exemple tiré cette fois-ci du Club des 100 Promo 2019 avec Philippe Moran, en G91, qui avec son innovation de rupture devrait révolutionner le monde de l'exploitation des carrières de granit. Écoutons-le. Philippe Moran, vous êtes gazard, vous avez une chaudronnerie à Toulouse et en même temps un projet d'innovation absolument extraordinaire. Alors, pour bien vous resituer, parlons déjà un petit peu de la chaudronnerie. Oui, donc la chaudronnerie, j'ai racheté une chaudronnerie en 2003. Ça fait 15 ans que je l'exploite. C'est une petite société à la limite de l'artisanat puisque nous sommes une petite dizaine à Toulouse même. Et nous travaillons essentiellement pour les métiers de l'eau, type Veolia. Et nous avons aussi un petit contrat au CNES pour faire tout ce qui est infrastructure. Et récemment, on s'est lancé aussi dans l'outillage aéronautique. Alors, cette année, vous avez, ou peut-être même plutôt, un véritable projet d'innovation. C'est quoi ? Alors depuis effectivement quelques années, j'oserais dire 10 ans, je travaille sur un projet innovant. L'idée principale, c'est de faire un forage de gros diamètre, mais qui coûterait assez peu cher. Donc pour faire ce forage, j'ai inventé une machine de carottage de grand diamètre qui va me permettre de faire un forage de 2,40 m de diamètre dans du granit. Et l'idée, c'est d'en sortir une carotte de granit de 2,10 m qu'on peut valoriser, et ce qui fait que le forage coûtera moins cher qu'un forage traditionnel, puisque nous valorisons les déchets que nous allons sortir du forage. Alors, c'est carrément un monument, c'est une cathédrale votre machine. Effectivement, c'est une machine donc 2,40 m de diamètre, ça c'est le diamètre du forage, et donc le diamètre de la machine. C'est une machine de 10 mètres de haut, qui va peser 20 tonnes, et qui est dans une tour qui va permettre la manutention de cette machine. La tour elle-même fait 24 mètres de haut. Alors, on fait comment pour financer un tel projet quand on est chaudronnier à Toulouse, où l'on fait 10 salaires et quand même, il faut investir beaucoup, j'imagine. Il faut investir beaucoup, c'est effectivement un sacré parcours, mais on trouve des institutions. J'ai eu la chance d'avoir le crédit impôt recherche, puisque c'est un projet de recherche. BPI aussi est un grand soutien à ce projet. J'ai aussi mobilisé des actionnaires. J'ai fait mon petit crowdfunding personnel avec 64 personnes qui ont donné à tous 250 000 € en 4 fois. Et ensuite quelques emprunts. Et en ce moment, la machine est en cours de construction ?
Oui, ça fait 3 ans qu'on fabrique la machine, parce que c'est quand même une grosse machine. Et elle devrait voir le jour quelque part fin 2019 pour sa mise en production sur le site de Saint-Salvi. Malgré toutes ces levées de fonds, il y en a encore une dans du participatif avec Granity. Oui, donc j'ai pratiquement bouclé le budget de la machine de forage, mais malgré tout, pour arriver jusqu'au bout, il manque encore quelques centaines de milliers d'euros. Et à cette occasion, j'ai eu une idée, c'est faire un financement participatif en faisant un arbre à vœux, qui est une fresque en pixels de granit, où chacun pourra graver 70 caractères par pixel et pourra donc participer au projet moyennant 50 € le pixel. Philippe, merci beaucoup pour cet entretien et donc bonne chance jusqu'à l'inauguration du projet. Merci à vous aussi. Au revoir. Et c'est ainsi que s'achève notre édition spéciale, en vous remerciant pour votre fidélité. À très bientôt.